Ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Aujourd'hui, à l'émission, on se consacre à deux jeux vidéo montréalais, Hell is Us, développé par Rogue Factor en 2025, et Deus Ex Human Revolution, développé par Eidos Montréal en 2011. Deux jeux qui interpellent notre humanité dans des mondes en ruine ou bien partis pour le devenir. On partage nos expériences dans ces jeux et on réfléchit aux thèmes qu'ils abordent. Le post-apocalyptique en jeu vidéo, les dérives et débarques des sociétés et le transhumanisme. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Grande Ludothèque. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ondes pour une nouvelle semaine. Cette fois-ci, on va s'intéresser à deux jeux vidéo québécois, deux jeux vidéo par ailleurs développés à Montréal. On sait que Montréal est une destination centrale, une plaque tournante du jeu vidéo à l'international, en plus de l'être au Canada et au Québec. C'est donc vraiment un plaisir de pouvoir partager les créations de deux studios de grande envergure. On est dans le registre du AAA ou du AA, ça dépend un peu sur dans quelles lunettes on observe ces deux jeux-là. Mais chose certaine, ce ne sont pas des jeux indépendants à bas budget, ce sont des jeux indépendants à haut budget ou des jeux qui rentrent dans la catégorie AA, qui est apparu et qui est de plus en plus populaire aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, ces deux jeux-là vont nous intéresser parce qu'ils représentent des transformations sociales, des chamboulements sociaux. Dans Deus Ex Human Revolution, on est sur la thématique des transformations de l'humain, des augmentations robotiques. On est donc dans un monde où il y a des augmentations, des organes synthétiques de synthèse qui sont développés pour créer des humains augmentés, transformés. C'est donc le thème du transhumanisme et toutes les réactions de la société qui est face à ce bouleversement-là et qui se dit comment ça va fonctionner, on n'a pas envie de devenir des robots. Donc il y a toute cette question-là de la perte de l'humanité, dans un niveau très très corporel. Maintenant, Hell is Us s'est développé des années plus tard, en 2025, donc c'est tout récent, sorti l'automne dernier. En fait, le jeu est sorti la même journée que Hollow Knight Silksong, qui était un jeu indépendant attendu de très très longue date. Donc c'est vraiment dommage un peu que Hell is Us soit passé sous le radar de plusieurs personnes à cause de cette sortie simultanée-là avec Silksong. Mais c'est un jeu qui, a priori, est pas si semblable que ça à Deus Ex, mais on va affiner un peu le réseau de liens qu'on peut percevoir entre les deux. Dans Hell is Us, on incarne un personnage qui retourne dans un pays qu'il a quitté en exil alors qu'il était jeune. Il va se mettre sur les traces de sa famille perdue, de ses parents qu'il n'a pas connus, et va débouler comme ça dans un territoire aux prises avec des guerres civiles très importantes depuis des décennies, et on va voir un peu la perte d'humanité dans un autre sens, cette fois-ci dans le sens beaucoup plus moral, dans le sens de notre devoir de compassion envers notre prochain. Donc, ce sont deux jeux qui explorent un peu des sociétés qui se désintègrent, qui se désagrègent, et le rôle que l'humain peut jouer dans ces cadres-là. Bien qu'ils le font de façon très différente, il y a quand même un fil conducteur qu'on va suivre comme ça tout au long de l'épisode. On va commencer avec un premier bloc de réactions et discussions de la communauté. Discussions et réactions. Dans l'épisode précédent, qui était consacré à l'abstraction dans les jeux vidéo, on avait abordé le rôle que jouaient les graphismes de plus en plus sophistiqués dans des jeux comme la série Final Fantasy, par exemple. Et à travers ça, on avait abordé la question des personnages de plus en plus développés, notamment Quistis et Squall, le beau Squall, comme disait mon invité Biojade lors de cet épisode-là. Bien, j'ai fait un petit sondage sur le serveur Discord de l'Anneau Ludique, où ont lieu les discussions par rapport à la Grande Ludothèque et à Profil Ludique. Et je dois dire que le sondage a été assez peu fréquenté. Ce qui est intéressant, j'ai reçu des commentaires comme quoi on n'avait pas joué, par exemple, au 8. À l'époque, on avait joué au 7. On en avait sauté quelques-uns et tout ça. Ceci dit, il y avait aussi une question très pertinente de Damon qui disait « Est-ce que réduire la quantité d'aplatissage pourrait aider certains studios AAA à réduire leurs risques? »
en termes de coûts de production et de temps de développement. Alors, cette question d'aplatissage-là, c'était une citation de Jonathan Blow qu'on voit dans le film Indie Game the Movie, dans lequel il explique que lui, il veut faire un jeu très personnel et que le processus industriel d'une industrie du jeu vidéo, c'est de lisser toutes les aspérités, tous les petits morceaux qui dépassent, les petits trucs qui pourraient incommoder quelqu'un, les lisser dans la phase de polish, dans lequel on va polir la pierre pour qu'elle soit parfaitement lisse. Donc, c'était dans ce sens-là que Damon posait la question, est-ce qu'il y a une certaine quantité d'aplatissage qui est normale, mais qu'on pourrait réduire et que ça pourrait aider les studios AAA à réduire leurs risques parce qu'ils économiseraient évidemment beaucoup de coûts de production et de temps de développement. Donc, effectivement, on passe beaucoup de temps à polir, la fameuse étape du polish dans le développement de jeux vidéo. C'est cette longue étape dans laquelle on s'assure que tout est vraiment parfait, pas juste fonctionnel, pas juste correct. Maintenant, c'est sûr que ça économiserait, mais ensuite, autre question de Damon, est-ce que ce serait encore des jeux AAA si on faisait ça? Ben effectivement, je pense qu'il y a quelque chose dans l'ADN du jeu AAA qui signifie, ou en tout cas qui est associé peut-être dans l'imaginaire public à top qualité, finition parfaite. C'est un peu comme, je sais pas, avoir une voiture de haute qualité, ben on s'attend à ce que toutes les pièces soient bien lisses, bien propres, bien parfaites, parfaitement agencées, qu'il n'y ait pas deux tons différents sur une couleur de peinture, de bois intérieur, de finition, et ainsi de suite. À la fameuse étape de la finition, comme on dit en construction aussi. Quand on a des travaux faits un peu sur le coin de la table, souvent c'est dans la finition que la différence se fait. Ceci dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette idée-là. Est-ce que les studios pourraient pas faire des paris que livrer une expérience plus brute, plus authentique, peut-être moins léchée, moins parfaite, ça serait peut-être plus intéressant pour des consommateurs, un public qui pourrait être au rendez-vous pour se procurer et jouer à un jeu comme ça? C'est une bonne question. Maintenant, il faudrait voir comment les processus de création seraient vraiment transformés pour laisser la voix d'un auteur, d'un artiste évoluer. Parce que c'est ce que Jonathan Blow dit, que lui veut faire des jeux personnels. L'idée de moins polir, c'est pour faire des jeux beaucoup plus personnels, qui peuvent déranger au niveau des contenus, de l'approche, des valeurs qui se trouvent dans le jeu. Donc, est-ce que ça sera encore AAA? Ben, c'est difficile d'imaginer un studio AAA se lancer dans un genre d'exercice qui permettrait à ces artisans d'avoir leurs pattes comme auteur et de mettre des idées qui dérangent. Mais on va voir avec la discussion de Hell Is Us que c'est quand même possible pour un studio d'aborder des enjeux pas faciles du tout à traiter et de prendre des risques, des vrais risques au niveau du contenu, là. Donc ça, il y a quand même de l'espoir, je pense, et de la marge de manœuvre, mais peut-être que plus on s'en va vers ça, plus on s'éloigne de ce qu'on entend par studio AAA. Hein? Aussi un commentaire de Neil Gunn qui disait en lien avec l'abstraction qui facilite l'identification, Scott McCloud consacre tout un chapitre sur le pouvoir de l'icône et le masking effect dans Understanding Comics. Alors ça, c'est un livre que je recommande beaucoup. Si vous vous intéressez à la bande dessinée, bien sûr, mais si vous vous intéressez même à l'art en général, les films, la littérature, il y a plein de très bonnes leçons. Je dirais peut-être plus dans les arts visuels quand même, là, mais il y a beaucoup de bonnes leçons qu'on peut tirer de Understanding Comics. Scott McCloud, c'est un BDiste et Understanding Comics, c'est une bande dessinée qui explique comment fonctionne la bande dessinée. C'est de la théorie, mais de la théorie très accessible. Et c'est vraiment un plaisir de feuilleter et de lire ça. Donc ça, c'était vraiment très bon conseil et recommandation de Neil Gunn. Effectivement, Scott McCloud a toute une section sur l'abstraction visuelle dans les comics, évidemment qui est son médium de prédilection, et comment l'abstraction permet d'amplifier le sens. Quand je décide de retirer des composantes particulières, des détails, ben je me focalise sur les traits essentiels. Ça me permet donc d'amplifier ces traits-là et de m'assurer que mon message va bien porter parce qu'il n'y aura pas toutes sortes de détails autour qui vont distraire mon public. Et en même temps, ça me permet aussi d'universaliser davantage un personnage, par exemple. Mon personnage, si je lui fais pas des cheveux super détaillés, des sourcils détaillés, des cils, et ainsi de suite, ben mon personnage devient plus facile à prendre comme représentant de tout un peuple, voire de l'humain en général. Fait que ça, c'est quelque chose, effectivement, que l'abstraction graphique permet de faire.
Et Neil Gunn m'a fait la remarque en privé, avec beaucoup de tact, je dois dire. Merci, c'est gentil, pour me reprendre, parce que j'ai fait une erreur lors de la discussion sur l'abstraction avec Biojad. J'avais parlé du théâtre kabuki au Japon. En fait, comme il me le fait remarquer, c'est le théâtre Bunraku qui fonctionne par manipulation de marionnettes surdimensionnées, techniquement assez impressionnantes, et c'est tout un art. Vous allez trouver des vidéos, si vous cherchez un peu là, sur YouTube, par exemple, Bunraku, Bunraku, c'est vraiment l'art d'une marionnette tout à fait articulée et tout ça. Ce à quoi je pensais un peu à travers ma discussion, puis pourquoi le mot kabuki est arrivé à mon esprit, puis la langue m'a fourché, c'est parce qu'il y avait dans le théâtre kabuki, qui est un peu le théâtre traditionnel japonais, il y avait cette idée qu'un personnage va maintenir une pause pour rendre visible son expression intérieure. Sans le jouer dans un jeu d'acteur, il va juste tenir la pause pendant plusieurs secondes pour nous inviter comme ça à scruter le mie, M-I-E, qui est le visible, cette espèce de manifestation de l'émotion enfouie à l'intérieur. Fait qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du masque. Hein, ça revenait un peu à ça dans la discussion. L'idée que nos personnages plus abstraits, ils ont moins d'expression faciale, moins de détails. Ils se comportent davantage d'une façon près du masque en théâtre, qui est évidemment un réceptacle sur lequel c'est à nous d'investir de l'émotion plutôt que de recevoir la démonstration de l'émotion à travers le visage. Donc, cette discussion-là sur l'abstraction, j'en reviens dessus parce que ça va revenir quand on va parler du personnage qu'on incarne dans Hell is Us, Rémi, de son nom. C'est un personnage qui est un peu un masque aussi, mais on va voir un peu peut-être des considérations à la limite de ce que le masque peut apporter et ce qu'il retire aussi. J'ai beaucoup apprécié aussi ce commentaire de Neil Gunn qui disait « L'introduction de Final Fantasy VIII, dont on a fait l'expérience à la première personne dans le dernier épisode de la Grande Ludothèque, Biojad et moi, il disait « L'introduction de Final Fantasy VIII, god damn, ça a tapé fort quand c'est sorti en 1999. Je me rappelle être en train d'en parler avec des chummés dans un party, quand quelqu'un a dit « Sérieux les gars, vous tripez encore sur les jeux vidéo à votre âge? » On lui a montré la cinématique et j'ai littéralement vu une représentation physique de l'expression « être bouche bée ». On imagine très bien la scène de la personne qui a lâché les jeux vidéo à l'époque de Super Mario Bros. Et qui voit des garçons un petit peu plus âgés maintenant parler de jeux vidéo et dit « Voyons les gars, vous tripez sur les jeux vidéo? » Ben voilà, c'est sûr que si on monte pas dans le train, si on est descendu du train alors qu'il était en gare, on n'a rien vu de ce qui s'est passé des développements fulgurants du jeu vidéo pendant les années 90. Et encore plus les années 2000, 2010 et maintenant 2020. On revient à notre cas principal, notre plat de résistance pour aujourd'hui, le jeu vidéo Hell is Us. Développé par Rogue Factor, c'est un studio qui a été fondé et qui a livré son premier jeu en 2015, suivi d'un deuxième jeu en 2020 et Hell is Us, son troisième jeu, en 2025. Donc avec une régularité chronométrique, un jeu aux 5 ans. Le studio est fondé par le directeur général Yves Bordelot, qui s'est associé au directeur créatif Jonathan Jacques Belletête, qui, lui, avait travaillé sur Deus Ex Human Revolution. Donc, il y a une certaine continuité entre les deux jeux qui sont au programme à l'émission de ce soir. Et les jeux précédents de Rogue Factor étaient, pour le jeu de 2015, Mordheim, City of the Damned, et pour le jeu de 2020, Necromunda, Underhive Wars. Ce sont deux jeux qui se déroulaient dans l'univers de Warhammer. Warhammer, c'est une franchise de jeux de tactique militaire dans lequel on joue des gobelins, des orques, des elfes et ainsi de suite qui se battent comme des armées en rangée dans des guerres. Ça se jouait sur table. Maintenant, la série Warhammer a maintenant ses propres séries de jeux vidéo qui sont dérivées du jeu de table. Donc, c'était des jeux qui se déroulaient dans des univers donc, qui ne leur appartenaient pas. Donc, des jeux sur commande pour cet éditeur, Focus Home Interactive, qui était l'éditeur pour Mordheim et pour Necromunda en 2020. Donc, c'est pas nécessairement des productions préalables qui préparaient ou qui laissaient envisager ce genre de projet-là pour Rogue Factor. Et c'est une trajectoire qui me fait penser à un autre studio bien connu, Behavior Interactive, qui s'appelait auparavant Artificial Mind and Movement,
qui s'est auparavant appelé encore autre chose. Ça avait commencé comme étant Megatoon à Québec. Donc, c'est vraiment le studio des premiers temps de l'industrie du jeu vidéo au Québec. Toujours est-il que ça me fait penser à ça parce que quand il s'appelait Artificial Mind and Movement, à partir des années 2000, le studio avait réalisé une tonne de jeux vidéo sur commande pour des éditeurs externes et des franchises, des propriétés intellectuelles déjà existantes. On parle de jeux sur les Schtroumpfs, l'Air de glace, Scooby-Doo, Carmen Sandiego, Kim Possible. Il y en a des jeux, là, je regarde en ce moment la ludographie de ce studio-là, Artificial Mind and Movement, c'était beaucoup de jeux sur commande, et tranquillement, en faisant des projets, on accumulait de l'argent dans la trésorerie, dans l'optique de développer un jeu original, notre propre propriété intellectuelle, ce qui avait mené le studio à la création en 2009 de WET, W-E-T, un jeu de shooter, un jeu de tir à la première personne, à la troisième personne, qui avait été publié sur PlayStation 3, sur Xbox 360, et qui avait peut-être pas eu le succès, disons, espéré par le studio au départ. Ça n'a pas été la même trajectoire que ce qui est éventuellement devenu Dead by Daylight, qui lui a été un méga succès. Donc il y a quelque chose dans ce modus operandi-là qui me fait penser à Artificial Mind and Movement devenu Behavior, l'idée qu'on réalise des jeux pour des franchises, des propriétés intellectuelles qui existent, et tranquillement on prépare notre création de notre propre jeu, notre propre propriété intellectuelle originale. C'est un peu là où on en est pour Rogue Factor. Je dois dire que la réception du jeu pour Hell Is Us est assez bonne. Je regardais sur la page justement du studio, sur roguefactor.com. Leur page principale, évidemment, met en vedette Hell Is Us, qui est leur sortie la plus récente. On voit des 8.25 sur 10, 85 sur 100, 9 sur 10... 81, 8.5, 88, 9 sur 10, 4 sur 5. Donc, c'est vraiment quand même un beau succès là, pour un jeu vraiment original créé par le studio. Ça doit être vraiment sécurisant et réconfortant de voir qu'on a réussi à avoir cette appréciation critique-là. En espérant que les ventes soient au rendez-vous, parce qu'on sait que c'est un comportement très répandu dans l'industrie du jeu vidéo. On met les jeux sur notre wishlist sur Steam, on attend qu'ils tombent en solde, on les achète à 50% de rabais, 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, 1 an plus tard. C'est super, on peut jouer à des jeux, mais c'est sûr que le studio fait ses calculs pour être certain d'être capable de rentabiliser l'investissement que ça représentait de développer un projet comme ça pendant plusieurs années. Alors, Hell Is Us, on peut parler du titre, l'enfer c'est nous. Hell Is Us renvoie déjà à la citation célèbre de Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, qui se trouvait dans une pièce de théâtre qu'il avait écrite, Le Huis clos. Et c'est une citation qui a été un peu détournée peut-être de son sens original tel que voulu, en tout cas par l'auteur, dans la philosophie existentialiste qui est mise de l'avant dans le théâtre de Jean-Paul Sartre. On voyait vraiment cette idée-là que les gens sont définis par leurs actions. Et dans la pièce Le Huis clos, ce sont trois personnages qui arrivent en enfer et qui sont jugés et qui se jugent les uns les autres finalement. Et le sens de l'enfer, c'est les autres, c'est l'idée qu'on existe à travers le regard de l'autre. Donc oui, ça peut être l'enfer, mais ça peut aussi à quelque part être la clé vers le paradis en un sens, parce que c'est effectivement à travers le regard, les mots, les qualifications, les qualificatifs que les autres mettent sur moi que j'appelle à me définir à travers leur regard qu'ils ont porté sur moi. Fait que oui, ça peut avoir le potentiel de voir finalement tout ce qui est négatif dans une personne parce qu'on s'entoure de personnes qui voient le négatif en nous. Mais il y a cette dimension-là qui est un petit peu plus complexe que juste dire genre tout le monde est méchant puis c'est les autres le problème puis puis moi je fais bien dans ma vie puis si c'était pas des autres tout irait bien, puis ça serait le paradis. C'est pas tout à fait ça le sens. Donc je suis pas sûr que le jeu se lance dans ces débats philosophiques-là. C'est pas du tout ce que j'ai perçu moi-même. Je pense que c'est plutôt un jeu de mots en un sens, un aphorisme, et bon, il y a ce côté-là. Maintenant, il y a aussi le sens qui est porté par le jeu qu'on réalise assez rapidement pendant qu'on joue, qui est cette idée-là qu'en fait, l'humanité, les humains sont le diable capable du pire. Et ça, c'est un regard assez pessimiste.
qui est porté par le jeu, par la fiction, par l'univers qui nous est présenté, que je vais pouvoir détailler. Mais pour l'instant, on peut décrire le jeu succinctement et mécaniquement comme étant un jeu d'action-aventure, d'exploration davantage, qui se passe dans un semi-monde ouvert. On est dans des grandes régions qu'on peut explorer librement, mais on peut quand même pas se rendre à l'autre bout de la carte ou voir... si on voit une montagne au loin, on ne peut pas décider de se rendre jusque-là. Là. C'est comme on est dans des régions qui sont quand même fermées, mais avec une grande liberté d'exploration. On se déplace à la troisième personne, donc on déplace notre personnage, Rémi, qu'on incarne. C'est fixe par le scénario. On ne peut pas gérer créer notre propre personnage ou le transformer. On peut l'habiller différemment avec des items cosmétiques, mais c'est tout. Et on guide notre personnage comme ça, qui est présenté dans une cinématique d'introduction comme étant interrogé par un être étrange, un homme très très gros, tellement gros qu'il a l'air inhumain. Et on est interrogé par lui dans un contexte coercitif. Là. C'est pas une interrogation pour le fun. Là. Il est là pour nous tirer les verres du nez, nous faire parler. Donc, notre personnage commence à parler. Et hop, on ouvre un flashback et le jeu va être cette espèce de flashback-là qui présente le récit que fait notre personnage dans l'interrogatoire. À travers notre expérience de jeu, on déplace donc notre personnage à la troisième personne. On attrape des armes. On a des armes de mêlée, une great sword, une grosse épée à deux mains très lourde. On a une épée régulière à une main, assez agile. On a deux haches très très courtes, mais en même temps très très rapides, qui permettent de faire beaucoup de combos, et une pole arm, comme une lance ou une hallebarde, qui nous permet de faire des attaques avec des grands rayons d'action, une grande portée pour frapper. C'est une configuration qu'on trouve dans beaucoup de jeux qui proposent du combat dans ce style-là. Je pense à God of War, je pense à... Bon, on parlait de Devil May Cry au dernier épisode avec Biojad, on est tout à fait dans les suites de ça, mais évidemment les Elden Ring et les Souls-like. C'est d'ailleurs une question récurrente quand on décrit le jeu, quand les gens posent des questions sur le jeu, ils disent « Est-ce que c'est un Souls-like? » Je pense qu'il y a quand même un certain niveau de similarité dans les combats qu'on fait dans ces jeux-là, avec la formule qui va se décliner dans les Souls-like, que ce soit Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est quand même pas un Souls-like. Là. Donc, je pense que ça dépend de votre degré de pureté ou, disons, à quel point vous avez une définition prototypique de ce qu'est un Souls-like. Toujours est-il qu'il y a effectivement des combats en temps réel où il faut manipuler, gérer des esquives, des parades, réussir à frapper l'ennemi lors du bon moment, déclencher des pouvoirs qu'on accumule. Et sinon, il y a quand même pas mal d'accent qui est mis sur l'exploration de l'environnement et sur des puzzles. Des puzzles vraiment au sens classique. Là. Il faut ramasser des runes, les insérer dans les bons socles. Il faut faire pivoter des éléments pour représenter les 4 points cardinaux ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, le genre de puzzle qu'on voyait dans des Resident Evil, par exemple. À l'époque de la PlayStation 1, Resident Evil 1, 2, 3, où est-ce qu'il y avait quand même, surtout dans Resident Evil 1, là, pas mal de puzzles comme ça, assez arbitraires, j'ai envie de dire, qui nous demandaient de faire des tâches particulières dans un contexte où on voyait pas tellement le lien narratif. Dans Hellisa, les puzzles sont bien intégrés quand même à l'environnement, au scénario. Ils ont moins l'air forcés puis placés là, mais il y a quand même des moments où est-ce qu'on joue puis on dit « OK, là c'est le bout, faut que je fasse un puzzle, là, faut que je réussisse à ouvrir cette porte-là, faut que je trouve les switches, faut que j'active les trucs. » Bon, il y a un côté quand même un petit peu mécanique dans ces puzzles-là, mais somme toute, bien intégré quand même. Donc, c'est un peu ça, Hellisa, puis je dirais que c'est surtout une expérience narrative qui donne très peu d'informations, très peu de détails, et où c'est à nous d'interpréter ce qu'il y a autour de nous et à s'intéresser au monde qui nous entoure pour essayer d'en faire du sens si on le souhaite. Mais si on s'en va là avec des attentes en termes de narration, d'avoir des détails importants sur l'historique de ce monde-là, de l'intrigue, les motivations de notre personnage et tout, je pense qu'on risque de rester sur sa faim. Donc ça, c'est un des éléments que je vais reprocher au jeu. J'aurai l'occasion d'en parler davantage, mais ça reste un jeu qui est relativement facile d'approche. Les options d'accessibilité sont excellentes. On peut ajuster le niveau de difficulté en modifiant plusieurs des paramètres
Donc la vitesse à laquelle on se régénère, les dégâts que font les ennemis, le niveau d'agressivité des ennemis, le niveau de... Écoutez, je sais pas, il y a plusieurs paramètres qu'on peut vraiment ajuster librement. Ça, c'est exceptionnellement bien fait. Et ça m'a permis, moi, de rentrer dans le jeu et de m'y intéresser et d'avoir quand même un certain plaisir, même si je dois dire que ce genre de système de combat-là, donc qui ressemble à des Souls-like, qui en est peut-être pas exactement, mais en tout cas, ça ressemblait assez pour dire que moi, j'avais de la difficulté à rentrer dans le jeu. J'ai pu ajuster les paramètres de difficulté puis vraiment vivre une expérience de combat qui restait intéressante malgré tout. C'était pas une Switch, tu mets ça à Story, puis quand tu mets ça à Story, tout le monde meurt en 2 balles, là, genre, comme on peut trouver dans d'autres jeux. Donc voilà, c'est un peu le portrait global. Les environnements sont assez glauques, assez sombres. On n'est pas dans des natures pastorales et idylliques, là. C'est vraiment des environnements inquiétants. Expérience personnelle. Hell is Us commence avec une cinématique d'introduction, séquence non interactive, où on a un personnage humain qui a l'air régulier, des petits cheveux courts frisés, sur une chaise attachée, avec des instruments branchés sur lui. Il est interrogé par un énorme monsieur. Puis quand je dis énorme, c'est genre, on dirait quelqu'un qui est gras, qui a un double menton, mais c'est comme un triple ou un quadruple menton. Cette personne-là a des traits difformes. Ça n'a pas l'air d'être un humain, en fait, quand on regarde ça. C'est à ce point-là. Et il s'installe devant et interroge notre humain. On comprend bien que ça va être nous. Hein? Il lui dit « Pourquoi es-tu revenu à Hadea? Pourquoi as-tu été extrait de Hadea? » Et donc, on comprend qu'il y a un lieu qui s'appelle Hadea, qui semble être une contrée, une ville, une région. Notre personnage a été extrait de cet endroit-là. C'est aussi difficile de rentrer dans Hadea que d'en sortir, semble-t-il. Et notre personnage, on comprend qu'il n'y avait pas d'affaire à y retourner, il y est retourné justement. Et comment a-t-il fait pour passer là? L'interrogatoire commence. On a administré un sérum de vérité, on voit que notre personnage subit les effets de ce sérum-là et est obligé de dire la vérité dans cet interrogatoire fort menaçant. Notre personnage va décrire qu'il s'est enrôlé dans les nations organisées, les Organized Nations, et c'est pas les Nations Unies, mais c'est un personnage, c'est des personnages militaires qui portent un casque bleu, donc on comprend bien que c'est les Nations Unies, mais on voulait pas avoir des problèmes en mentionnant cette organisation-là, donc les Nations Organisées, ON, d'accord. Donc notre personnage s'est enrôlé là-dedans, il a fini par déserter, fuir, en profiter pour s'immiscer dans la région de Hadea. Et là, on va avoir une transition vers, on pourrait dire flashback, mais en fait, c'est une illustration du récit que notre personnage est en train de raconter. Puis là, ben, c'est à nous de jouer, puis c'est à nous de faire avancer le récit, finalement, et d'accomplir les actions. Ponctuellement, on va revenir vers le témoignage, l'interrogatoire, pour une courte transition avant de retourner dans le segment de jouabilité. C'est un mécanisme de mise en récit qui rappelle beaucoup Prince of Persia: The Sands of Time, qui était sorti par Ubisoft en 2003, dans lequel on avait le prince qui racontait son histoire, puis là on jouait le prince, et quand on mourait, quand on ratait une séquence, notre personnage disait « Non, attendez, ça ne s'est pas passé comme ça ». Puis là, on revenait en arrière pour reprendre le récit, comme si le prince racontait son histoire. Il s'était trompé en racontant son histoire. Donc, c'est un peu le même genre de mécanisme qui se passe dans Hell is Us. Quand on meurt dans le jeu, on a le gros monsieur alien là, qui va... on va entendre sa voix qui dit « Non, concentrez-vous, ça ne s'est vraiment pas passé comme ça, allez! » Puis là, ça va être à nous de reprendre le segment de jouabilité jusqu'à ce qu'on réussisse. Fait qu'il y a un récit enchâssant, un récit plus large dans lequel notre personnage est interrogé, notre personnage raconte le récit de ce qui lui est arrivé. Donc le gameplay, les segments de jouabilité sont enchâssés à l'intérieur de cet interrogatoire-là. Je vous dirais que il y a assez peu de ces séquences-là qui nous permettent de revenir vers la situation de l'interrogatoire. Je me serais attendu peut-être au départ à des allers-retours un petit peu plus constants. Mais bon, on n'est pas interrompu pendant l'expérience de jouabilité par des allers-retours constants. Donc voilà. Quand on prend le contrôle de notre personnage, ben on voit que notre personnage, il s'appelle Rémi. On va apprendre son nom en cours de route. Notre personnage dépose de l'équipement et s'aventure. Puis là, on le contrôle, on marche dans des forêts, on explore des environnements extérieurs. On va tomber sur une genre de ruine.
Et en rentrant dans cette ruine-là, qui est un genre de monument, un temple ou quelque chose comme ça, on va passer dans des salles, des couloirs. Et à un moment donné, on va arriver devant une créature tournée de dos, vaguement... on pourrait croire que c'est un humanoïde, j'imagine, même si la posture est un peu weird. Et notre personnage va croire que c'est quelqu'un. Il va dire « Hey, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? » Sortir son pistolet. Il commence à tirer des balles dessus. Et les balles passent à travers son corps pour aller se loger à l'arrière. La créature est comme un humanoïde un peu chétif, décharné, et le visage n'est pas un visage, c'est un trou. C'est quelqu'un qui a comme une forme blanche régulière, lisse, qui a été trouée de l'intérieur. Donc ces personnages-là vont s'appeler des Hollows. Il y en aura plusieurs variétés à travers le jeu, des Hollow Walkers, des Giant Hollows, et on va affronter ces créatures-là pendant qu'on va explorer les environnements. Rapidement, dès le début, notre personnage va croiser un autre personnage qui est là en train de se battre avec ces personnages-là. Et cet autre agent secret, je ne sais pas trop comment les décrire, va se faire tuer et perdre une épée. Et là, notre personnage va ramasser l'épée et grâce à l'épée, va pouvoir battre ces créatures-là. Donc, assez rapidement, on va comprendre que ces êtres-là, extradimensionnels, extraterrestres, on ne connaît pas trop leur origine, résistent aux balles, résistent à toutes les armes normales, mais il y a comme des armes enchantées, magiques, forgées avec des techniques anciennes, des matériaux spéciaux, on ne sait pas trop, comme une épée qu'on ramasse, vont, elles, être capables de blesser ces créatures-là. Donc, il va falloir se battre au corps à corps, en mêlée, avec des armes et tout ça, contre ces ennemis-là. On ne pourra pas juste tirer du gun à travers tout ça. On va explorer l'environnement extérieur, se promener à travers la forêt, les montagnes, battre les créatures Hollow qui sont là, et tranquillement, on va cheminer vers un village, le village de Jova. On en a entendu parler dans le bref échange que notre personnage a eu avec son interrogateur. Il a dit qu'il allait rechercher son père perdu, qui était le forgeron du village. On va arriver dans le village de Jova et là, on va peut-être tomber sur le passage le plus intéressant à mon avis, en tout cas ce que j'ai vécu qui était le plus fort dans mon expérience dans Hell Is Us. On entre dans ce village-là, on voit des barils en feu, des sacs de sable, des militaires avec des fusils. Et on comprend assez rapidement que ce village-là est occupé, assiégé, mais vraiment occupé par des gens, des militaires qui sont là. On va rencontrer le capitaine, commandant en place. Il va nous dire « Garde, j'ai des ordres de ne pas te tirer dessus puis de te laisser faire, mais fais attention à ce que tu fais, c'est moi le chef ici. » Personnage fort désagréable. Et on va comme ça pouvoir parler aux différents soldats qui sont positionnés dans ce village-là. Et rapidement, ces conversations vont nous révéler que l'humain est une créature sauvage, meurtrière, méchante, le pire démon qui existe. C'est un peu la posture que Hell Is Us nous propose. Dans le fond, l'enfer, c'est nous. On va comprendre que ces soldats-là sont positionnés pour permettre à des Sabinians d'être relocalisés et de se faire donner, dans le fond, ce village-là, dans lequel il y a déjà des gens qui vivent, les Palomists. Les Palomists sont comme un peuple un peu religieux. On ne sait pas trop si c'est une différence ethnique, si c'est plutôt une appartenance religieuse qui font d'eux une société distincte, mais on comprend que essentiellement le conflit entre les Sabiniens et les Palomistes est un peu à l'image de ce qu'on peut se rappeler de la Yougoslavie et des conflits ethniques entre les Serbes, les Croates, les Slovènes, toute la région des Balkans. Essentiellement, c'est ce que Hell Is Us nous propose de revivre dans un cadre fictionnel, mais clairement calqué sur ces événements-là. Quand on interroge le capitaine qui supervise l'occupation, il nous dit « Hey, les Palomistes feraient la même chose à nous. » What happened here? Justice happened here. If you think the Palomists aren't doing the same thing to us, you're a fucking idiot. Et quand on parle à certains soldats, ils vont nous dire « Enfin, on va régler le problème, on va se débarrasser des Palomists. On fait juste commencer cette guerre-là. » This is the life, man. For years I waited for this fucking war and it finally arrived. 2 years and we're just getting started. You know what's exhausting? Pretending that everything is okay. Love thy neighbor bullshit. It's about time we rid ourselves of the Palomists. I'll drink to that. Ce contact-là avec les réalités de la guerre et de l'occupation est assez marquant.
Le cas de Hell Is Us nous permet aussi d'aborder peut-être qu'est-ce qu'on cherche exactement dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on cherche un excellent jeu qui va nous divertir jour après jour, semaine après semaine? Moi, je dirais que dans Hell Is Us, il y a une scène que je trouve marquante qui va rester avec moi. J'ai cru au départ que ce serait un jeu assez narratif. L'introduction me laissait croire qu'il y aurait un développement de récit, une intrigue et tout ça. Et finalement, c'est pas tout à fait ce genre d'expérience-là qui nous attend. C'est vraiment un jeu d'exploration, de casse-tête, de ramasser des affaires et battre des ennemis. Mais c'est une narration beaucoup axée sur la découverte progressive d'éléments qui donnent une atmosphère, qui donnent un peu de backstory, comme on appelle, c'est-à-dire l'état du monde précédent, d'où viennent les gens, l'histoire de cette nation-là, de cette région-là, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont laissés en suspens, qui ne sont pas énormément expliqués. Moi, j'ai joué 16 heures et j'ai terminé l'acte 1, j'ai commencé l'acte 2. C'est quand même assez long. Au moment où j'avais joué, le site How Long to Beat me disait que finir le jeu prendrait 16 heures, mais ça n'a aucun sens. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, c'était beaucoup des gens qui runnaient le jeu le plus vite possible parce qu'ils avaient une copie d'avance puis ils voulaient sortir des critiques. Bref, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu découragé, j'avoue. Moi, je m'embarquais pas dans un jeu pour jouer 35-40 heures. Je suis un joueur lent qui aime prendre son temps, donc je pense que mon expérience est peut-être pas le public cible. Et je trouve que ça pose une question intéressante aussi, tu sais, comment on joue à des jeux quand on n'est pas le public cible. C'est pas comme regarder un film quand on n'est pas le public cible, on sait que ça va finir quand même assez rapidement. T'sais. Dans un jeu, ça peut être long, là, finalement, quand on prend notre temps pour vraiment s'orienter et tout. Les développeurs ont aussi fait le choix de nous donner un jeu dans lequel il n'y aurait pas de boussole, pas de carte, pas de navigation, pas d'aide à la navigation. C'est un choix qui se défend. Il y a d'autres jeux qui ont fait ça dans l'histoire. Il y a une histoire derrière cette idée-là de l'immersion, entre guillemets, mais je ne sais pas à quel point ça m'a aidé. Je pense que ça fait en sorte que j'ai couru en rond dans la forêt pour rien, dans le fond, pendant beaucoup de temps, puis je me suis un peu épuisé à faire ça. Donc, si vous aimez vraiment l'exploration, les combats et tout, puis naviguer dans un univers où vous n'aurez pas toutes les réponses et l'intrigue va se mettre lentement en place, mais ça va surtout être vos actions à vous qui vont déterminer si vous avez du fun, vous avez du plaisir, vous avez le goût de continuer, ben Hell Is Us vaut définitivement la peine. Mais je vous dirais qu'en général, même si c'est pas tellement votre genre de jeu, ça vaut vraiment la peine de jouer, au moins pour se rendre jusqu'à l'arrivée dans le village de Jova. Le traitement, je dois dire, est assez cru. C'est pas, ils ont pas peur, les développeurs qui ont fait Hell Is Us, de nous montrer vraiment la brutalité, la méchanceté à son état pur. Tandis qu'on déambule dans le village de Jova, on voit une fresque sur le mur qui dit Sabinian Family Tree, donc un arbre généalogique, l'arbre de famille, où est-ce qu'on voit en fait un grand arbre où sont dessinés 7 pendus. 7 personnes pendues, qu'on peut effectivement imaginer que ce sont des Sabiniens, et donc que ces dessins-là avaient été faits par les palomistes, et maintenant, qui sont maintenant sous le joug là, des occupants. Et quand on va sortir du village, et moi c'est un des moments qui m'a vraiment marqué, en sortant du village plus tard et je me dirige dans la région en marchant, je vois une colline, je me dirige vers la colline et en haut de la colline, il y a un grand arbre où sont vraiment pendus 7 Sabiniens, un à côté de l'autre. C'est assez troublant quand même de vivre ça. Donc vraiment, chapeau à l'équipe de développement. Il y a aussi, notamment dans le village, différents villageois qui sont encore là. Un musicien palomiste qui est obligé de jouer du violon pour divertir les troupes qui occupent en ce moment. Et il y a même une femme dans une maison qui est gardée, exploitée sexuellement par les soldats qui sont là. Puis elle-même, quand on lui parle, elle s'en veut et elle se sent coupable d'avoir participé à cette escalade-là. C'est vraiment triste, c'est vraiment difficile de vivre à travers ces différentes perspectives-là et de réconcilier ça avec une idée de l'humanité peut-être qu'on souhaiterait noble, qu'on souhaiterait tirer vers le meilleur. Donc, il y a quelque chose d'assez difficile quand même dans cette scène-là et je trouve que rares sont les jeux qui osent montrer des éléments aussi noirs, aussi sombres, de façon aussi décomplexée et sans complaisance. Ce n'est certainement pas une glorification de la violence ou de la guerre. Au contraire, on côtoie les effets que la guerre produit sur des populations civiles pour toutes sortes de raisons, toutes aussi mauvaises les unes que les autres.
On s'intéresse maintenant au jeu vidéo Deus Ex Human Revolution. Il s'agit du 3e dans la série Deus Ex. Contexte historique. Deus Ex est une série de jeux vidéo développée par le game designer Warren Spector, maintenant une figure assez connue dans l'industrie du jeu vidéo, déjà avec une certaine réputation à l'époque. Warren Spector crée cette série-là alors qu'il travaille pour Iron Storm, un développeur de jeux très influent qui réunissait des designers superstars, John Romero qui avait travaillé sur Doom, notamment chez id Software, et Warren Spector était déjà des designers connus à l'époque. Donc Deus Ex, c'est un jeu paru en 2000, sorti sur ordinateur, sur PC, et c'était un jeu qui a lancé le genre qu'on a fini par appeler le Immersive Sim, le jeu de simulation immersive. C'était une combinaison à l'époque des genres déjà populaires du First-Person Shooter, le jeu de tir à la première personne, du Role-Playing Game, le jeu de rôle, RPG, et en même temps du jeu de furtivité, du jeu de stealth, qui était alors assez balbutiement après la série Thief. Thief, voleur, c'était une série de jeux qui reprenait les mécaniques d'interaction du jeu de tir à la première personne, mais qui nous demandait d'éviter de tirer sur les adversaires pour les tuer tous. Il fallait faire preuve de discrétion et rester caché. Parlons d'abord du titre, Deus Ex. C'est une expression qu'on retrouve dans l'expression Deus Ex Machina, qu'on utilise beaucoup en scénarisation pour parler d'une fin arbitraire où le dieu sort de la machine pour venir résoudre l'intrigue. Deus Ex Machina ayant ce sens-là. C'était une finale qu'on empruntait du théâtre grec où il y avait effectivement un dispositif scénique qui permettait à un dieu de survenir sur scène pour venir résoudre la situation en distribuant peine, récompense et châtiment aux différents personnages qui avaient agi mal, souvent, dans l'intérieur des pièces de théâtre. Donc, Deus Ex, ça signifie ce qui sort, le Dieu qui sort, le Dieu qui émerge. Alors, hors Dieu, hein, on pourrait même le traduire littéralement comme ça, puis il y a peut-être une ambiguïté au niveau du sens qui est assez productive. Le jeu se passe en 2052, dans un futur dystopique de cyberpunk. Donc, le cyberpunk, c'est un mouvement initié par notamment Neuromancer, un roman de William Gibson, qui a mis en place plusieurs des grands thèmes de la fiction cyberpunk, les technologies de surveillance, le capitalisme qui est devenu hors de contrôle avec les méga corporations, ce qu'on voit très bien dans le jeu de rôle Shadowrun, par ailleurs, qui est un univers super intéressant sur lequel j'espère revenir lors d'un futur épisode. Si vous avez connu l'univers de Shadowrun, n'hésitez pas à nous écrire à la Grande Ludothèque. Et tout le concept de cyberespace, du monde numérique qui arrive dans le monde physique et parfois son interface. Incidemment, quand on regarde tous les projets de développement du metaverse de Meta, par exemple, comme entreprise, on voit que le but, c'est de le réaliser, hein, et non pas de sans inquiétude par rapport au fait que ça tourne mal et que ce sont des technologies qui sont abusées, dont les méga corporations abusent pour surveiller, contrôler la société civile. Ce qui est à peu près un thème universel dans la littérature cyberpunk. Bref, Deus Ex s'inscrit dans ce sillage-là. On est en 2052. Il y a des actes de terrorisme, des inégalités économiques super importantes, et on incarne un personnage qui va s'appeler J.C. Denton, qui est un agent antiterroriste qui est déployé pour gérer un groupe de terroristes qui interrompt les livraisons et l'acheminement d'un vaccin contre la mort grise, le Great Death. Et à travers nos péripéties, on va se déplacer à travers plusieurs villes autour du monde et infiltrer des environnements corporatifs et des environnements où est-ce qu'on n'a pas d'affaires. Donc, effectivement, les ennemis sont là pour protéger les lieux et nous empêcher de progresser. Donc, on va se déplacer de New York en Californie, à Hong Kong, à Paris, et on va comme ça cheminer dans notre enquête et notre opposition à ce groupe de terrorisme-là. Et au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'intrigue, on va entrer en contact avec les forces politiques qui luttent pour gouverner ou assurer une sécurité au monde. Et on sera amené, c'est un des traits marquants de la série Deus Ex, on sera amené à faire des choix pour s'aligner avec une faction ou une autre, prendre des décisions qui ont un impact réel sur le monde fictionnel et l'environnement et ultimement la leçon qu'on retire de tout ça.
Dans le cas du premier Deus Ex, celui de 2000, on va devoir se positionner en faveur de l'un ou l'autre des groupes suivants. Un membre des Illuminati, la société secrète qu'on voit dans à peu près toutes les théories du complot et les conspirations. Les Illuminati sont ce groupe d'individus ultra puissants qui gouvernent depuis les ombres l'humanité, manipulant les gouvernements et tout ça. Donc, on va pouvoir appuyer le travail de l'un de ces Illuminati-là, qu'on va finir par rencontrer. On pourrait décider d'appuyer ou de s'allier avec une intelligence artificielle construite et la deuxième intelligence artificielle développée à la suite de la première. Ou on pourrait aussi s'allier avec un directeur d'une agence de réponse aux crimes et aux événements et aux crises. Ça, c'est comme la voie de la résolution dans la structure politique maintenue. S'allier avec une division, une faction du gouvernement en place pour maintenir l'État, le statu quo, on pourrait dire. Ou on pourrait s'allier avec un entrepreneur, un chef d'entreprise qui mène une faction qui s'est sortie des Illuminati pour se rebeller contre eux, les Majestic 12. Donc, on va être amené à faire notre choix puis à voir qu'est-ce qui va arriver puis c'est quoi la meilleure manière de répondre aux événements auxquels on est confronté. Ultimement, on a 3 options qui nous sont offertes. On peut détruire la base dans laquelle la dernière mission va se dérouler, ce qui va détruire tout le réseau des communications et mener à un âge des ténèbres où les États, les différents États autour du monde vont reprendre le contrôle et se battre entre eux en tant qu'États souverains, plutôt que d'être dominés par des mégacorporations qui gouvernent le cyberespace puis les technologies. On pourrait aussi mettre sur le trône, entre guillemets, l'un des Illuminati pour s'assurer que le monde puisse continuer à avancer. Et tant mieux si le peuple n'est pas au courant, parce que le peuple a des réactions primaires, refuse le contrôle, mais ultimement, c'est bon pour eux. C'est un peu ça l'idée. Comme on retrouve dans la série Assassin's Creed par ailleurs, avec la faction des Templiers. Assassin's Creed présente une guerre entre les Templiers et les Assassins. Les Assassins sont là pour la démocratie, laisser le peuple décider, et ainsi de suite. Tandis que les Templiers sont là pour dire il faut qu'il y ait un berger pour diriger le troupeau. Donc, ça prend des gens pour nous mener. De là, on a tout à fait le chemin qui nous mène vers les autocraties et le règne des puissants. Et on pourrait aussi, dans Deus Ex original, décider de fusionner avec l'intelligence artificielle qu'on va rencontrer dans le jeu pour devenir nous-mêmes le dictateur bénévolent, comme on appelle cette posture-là, dans plusieurs approches plus ou moins réfléchies parfois, du monde politique. On va dire que dans le fond, le mieux, là, c'est pas la démocratie, le mieux, ce serait d'avoir un dictateur qui a les pleins pouvoirs, mais qui agirait toujours dans le meilleur intérêt des gens. Vous savez, il y a même des gens qui préconisent l'utilisation d'une intelligence artificielle pour gouverner. Comme ça, on va éviter tous les travers de l'humain, puis on va avoir un système qui va toujours prendre les meilleures décisions possibles. Bon. Loin de moi l'idée de vous influencer dans vos choix politiques, mais si vous pouvez jouer à Deus Ex original, vous pourrez explorer quelques-unes de ces idées-là, qui évidemment vont être mises en scène dans une fiction, et la fiction va présenter certains personnages sous un jour plus sympathique, ce qui fait que les jeux vidéo ne présentent pas des options neutres à travers un système qui serait sans a priori, sans opinion, qui te présente une simulation désintéressée. Non, les jeux vidéo présentent toujours des simulations fictionnalisées par divers processus, divers types d'écriture qui favorisent et qui dépeignent sous un meilleur jour des options plutôt que d'autres. Bref, Deus Ex, le premier, met en scène tous ces éléments-là et ça va devenir le programme de la série Deus Ex. Des éléments qui seront repris par la suite dans la suite. Deus Ex Invisible War, sorti en 2003, notamment sur les consoles Xbox et aussi sur PC, sur Windows. Et dans Deus Ex Invisible War, ça se déroule quelques années après la fin du premier jeu et on joue un personnage qui est comme un clone qui a été fabriqué à partir de l'ADN de J.C. Denton, qui était le héros du premier jeu. Donc c'est comme une suite directe qui suit tout de suite une période de grande dépression économique et de guerre qui a été menée et causée probablement par les événements du premier jeu. On ne dit pas exactement
quel scénario s'est produit à la fin du premier jeu, comme le joueur ou la joueuse a pu décider l'une de 3 fins possibles, ben la suite Deus Ex Invisible War n'en choisit pas une des 3 comme étant canonique. Elle présente une espèce de mélange hybride de toutes ces 3 fins-là en même temps. Et peu importe exactement les fins détails de l'affaire, ça a mené à une période de chaos, le collapse, comme ils appellent, donc l'effondrement social, et ensuite différentes factions qui essaient de reconstruire et se positionner comme étant les leaders de ce nouveau monde qui nous attend. Donc Deus Ex Invisible War fait un peu la même chose que son prédécesseur. Il nous donne plein d'options entre la furtivité, l'assaut frontal, les pouvoirs plutôt électroniques ou de hacking. Et il nous charge de nous faire un chemin dans cet univers-là, de nous allier avec une corporation ou une posture et de voir quel est le meilleur chemin pour mener au meilleur intérêt mondial et quelle est ma position à moi dans tout ça. Deus Ex Human Revolution arrive plusieurs années plus tard, en 2011. Le développement commence à partir de 2007 dans le studio de Eidos Montréal et le jeu va s'inscrire 25 ans dans le passé, avant les événements du premier Deus Ex. Donc, on est maintenant en l'an 2027. Hein? C'est drôlement plus proche de notre époque actuelle, n'est-ce pas? Et donc, avant d'avoir cette société intégrée, cyberpunk, techno, machin, truc, ben, on est vraiment dans ce jeu-là sur le point de bascule, ce moment où l'humain va commencer à fusionner avec la machine, avec des implants cybernétiques, pour devenir quelque chose de plus. Bienvenue à l'idée du transhumanisme. Et le jeu va nous présenter les réactions face à ces nouveaux développements qui promettent de bouleverser une société sur le bord du gouffre. Je vais essayer de recréer l'expérience que j'ai vécue en jouant à ce jeu-là. Un peu comme Hell is Us, je pense qu'il y a une scène vraiment forte et celle-ci se produit dès le début du jeu. À la première personne. Human Revolution commence avec une cinématique d'introduction où on voit un homme dans une salle avec un énorme écran mural super techno. Il est en train d'avoir une conversation avec plusieurs interlocuteurs dont les voix sont brouillées, les identités sont masquées. Ce sont visiblement des gens dans les hautes sphères de la société, des Illuminati, des gens impliqués dans des gouvernements qui sont là en train de dire « Ah, mais le nouveau prototype va sortir. Ah, Sarif va annoncer son projet trop rapidement. Il va nous couper l'herbe sous le pied. On devrait attendre les élections. Ouais, mais je pense pas que ça va arriver. Quelle nouvelle de Montréal? » Donc, on sent que c'est les gens riches et puissants qui sont en train de faire ce qu'ils font pour gouverner dans l'ombre. Et en sortant de cette cinématique-là, on va rencontrer notre personnage, Adam Jensen, un homme dans la trentaine, peut-être début quarantaine, c'est pas trop clair. La force de l'âge, il est le chef de la sécurité dans les industries ou les laboratoires de David Sarif. Et il veille à la sécurité d'une scientifique en chef qui s'appelle la docteure Megan Reed. Et ils discutent et on comprend que Megan Reed a fait une énorme découverte, qu'ils doivent aller annoncer ça à Washington, donc le siège du gouvernement américain, probablement parce qu'il y a des implications au niveau législatif de cette nouvelle découverte-là. Et ils sont en train de préparer leur départ en hélicoptère et ils craignent d'être interceptés ou en tout cas que des gens leur en veulent. Et comme de fait, le laboratoire, l'installation de recherche, est attaqué. Après quelques minutes où on se promène et on discute avec Megan Reed, on comprend que notre personnage et Megan sont en relation ou ont été en relation dans le passé. C'est pas trop clair. Et sous l'attaque, ben, notre personnage qui est chargé de la sécurité, évidemment, on est là, on est à la première personne. On fonce vers la source des problèmes. Et il va y avoir des soldats armés avec... puis quand je dis soldats, c'est clairement pas du personnel gouvernemental, donc c'est peut-être des terroristes, c'est peut-être des forces de sécurité privées qui font une invasion, on le sait pas trop. Mais en tout cas, il y a des gars avec des mitraillettes qui débarquent, puis eux sont full équipés. Moi, j'ai l'air moins équipé qu'eux. Je m'attendais pas peut-être à me faire... prendre d'assaut, fait que j'ai mon pistolet, mais c'est tout, j'ai pas une énorme armure autour de moi. Et on est à la première personne,
Et moi, quand j'ai joué à ce jeu-là, je suis mort plusieurs fois. Lorsque ces premiers adversaires-là arrivent, j'essaie de tirer, me cacher, tirer. Hein. Finalement, je reçois quelques balles, je meurs. Je tombe par terre, la caméra vire au rouge. Hop, on recharge du dernier point de sauvegarde, puis on reprend ça. Puis là, je jouais, puis je me disais, ah Seigneur, tu sais, c'est vraiment old school comme jeu. J'ai pas de mini-carte, j'ai pas de radar dans le coin de l'écran, j'ai pas de grosses flèches blanches qui me disent où est-ce qu'il faut que je tire. J'ai rien de ça. Come on. Je me suis vraiment dit ça, je me souviens, là, j'ai pratiquement verbalisé à l'époque. Après être mort quelques fois, j'étais comme, come on, guys, on n'est plus en 1994, là, quand les shooters, c'était relativement nouveau. Je m'attendrais à avoir une mini-map, un radar, quelque chose, voyons, tu sais. Et je persévère quand même. Et après quelques combats, là, peut-être 4 combats, une quinzaine de minutes ou quelque chose comme ça, je finis par arriver dans une des salles du laboratoire où il y a un adversaire qui débarque là, qui détruit de la vitre qui est supposée être incassable, qui m'attrape par le col, qui me garoche, puis il a des pouvoirs surhumains. Cette personne-là me broie dans des bras de métal, puis là on comprend que c'est dans le fond un cyborg. C'est quelqu'un qui est à moitié machine et à moitié humain. Et mon personnage se fait... en tout cas, on dirait qu'il se fait tuer, laissé pour mort. Et là, il y a une cinématique très très belle, un montage, où est-ce qu'on voit et on entend... on voit des gros plans sur des organes internes, sur des fragments de corps, très très gros plans, donc on ne distingue pas l'ensemble du corps. Traitement esthétisé, l'image est jaune, des lueurs dorées sur fond noir au contraste. Et ce mélange des souvenirs, des flashbacks de Megan qui nous regarde, des choses comme ça. Et en même temps, on entend la voix du personnel autour qui dit « Ah, où est le bras prosthétique? Il faut qu'on le mette. Il ne vaut plus rien pour moi dans cet état-là. Mettez-le sur pied. » Puis on comprend qu'il est en train d'avoir une reconstruction de Adam Jensen qui était pratiquement mort et qui finalement va être préservé, sa vie va être préservée en faisant de lui un cyborg, en remplaçant beaucoup de ses organes et de ses bras, de ses membres par des remplacements de synthèse. En sortant de cette cinématique, on incarne Adam Jensen 2.0, hein, j'ai envie de dire, vraiment visiblement avec des augmentations cybernétiques, des lignes de puces ou de silicone dans le visage ou autour des tempes. Il active des genres de lunettes fumées intégrées escamotables par-dessus ses yeux. Donc, il est devenu quelque part mi-homme, mi-machine. Il rentre dans les bureaux des industries Sarif. Ça doit faire quelques jours, semaines, mois, on ne sait pas exactement. Et aussitôt qu'on tombe à la première personne, là, ça, c'est un moment vraiment fort pour moi qui m'a marqué. On tombe à la première personne et là, je vois apparaître ma barre de vie en haut ou en bas, je me souviens pas dans quel coin de l'écran, mon nombre de munitions, une mini-carte avec un radar, tout ça apparaît sur une interface que j'ai maintenant en affichage tête haute, comme on appelle, des éléments d'interface qui apparaissent à l'écran. Maintenant que je suis en vue subjective d'un Adam Jensen transformé, j'ai maintenant des éléments d'interface qui ont été ajoutés. Et immédiatement, Adam parle dans son communicateur en disant « Ah, il y a quelque chose qui cloche avec mon augmentation rétinienne. I have to see Pritchard first. Something's wrong with my retinal enhancement. Il faut que j'aille voir le technicien d'abord. » Ben effectivement, les morceaux d'interface qui sont là clignotent. Il y a quelque chose, l'affichage n'est pas net, c'est pas clair. Et donc, je me rends compte que, oh mon Dieu, moi qui me plaignais de ne pas avoir aucun élément d'interface et que c'était donc old school et que c'était donc limité comme approche puis tout ça, ben finalement, contrairement à cette phrase que mon personnage Adam Jensen va dire plusieurs fois dans le jeu, il va dire « I didn't ask for this ». J'ai pas demandé ça. J'ai pas demandé à ce qu'on me ramène puis qu'on fasse de moi un demi-robot. Ben, contrairement à lui, moi, j'ai demandé ça. Dans la première scène du jeu, je me disais, comment ça se fait que j'ai pas un radar? Comment ça se fait que j'ai pas tous ces éléments qui me permettent d'agir au-delà d'un humain, mais plutôt comme un personnage cybernétique? Le jeu va donc nous mettre dans cette posture-là où on est nous-mêmes le bénéficiaire de ces augmentations cybernétiques-là parce qu'évidemment, en progressant dans le jeu, la dynamique de jeu de rôle, de RPG, va nous permettre de gagner des points qu'on va pouvoir investir pour développer notre personnage au niveau de ses implants cybernétiques, améliorer nos yeux, nos jambes, nos bras, notre résistance, avoir un filtre anti-poison, des choses comme ça.
Et évidemment, l'idée, c'est un peu de développer notre personnage pour devenir aussi fort que le personnage qu'on a vu dans l'introduction, qui n'a fait de nous qu'une bouchée de pain. Le jeu nous présente ça comme étant « Hey, est-ce que tu veux être limité comme un humain non augmenté? Tu ne seras pas concurrentiel, tu ne seras pas compétitif. » Et notre personnage n'a pas l'air de l'avoir demandé, mais nous, comme joueurs ou comme joueuses, on va un peu sauter là-dedans puis augmenter notre personnage parce que le but, c'est aussi de progresser. Donc, le jeu nous amène à être un peu complice ou en tout cas utilisateur, même si on le déteste, de ce système-là parce qu'on le perçoit comme étant inévitable. Hein, si je veux augmenter mes capacités, ben, il faut que j'investisse, il faut que je développe mon personnage à travers ces implants-là. Ça fait de nous ça nous donne une posture un peu inconfortable parce que à travers le scénario du jeu, on va se déplacer d'une ville à l'autre. Encore une fois, on va visiter des grandes villes, des villes établies, dans lesquelles on va s'infiltrer dans des environnements restreints. Se promener dans des conduits d'aération, dans des bureaux hautement sécurisés, par exemple, ou des laboratoires ou des installations plus ou moins clandestines. Et la toile de fond de ce récit-là, ça va être justement la réaction populaire face à ce nouveau monde des augmentations. Notre patron, Sarif, a développé ces augmentations cybernétiques et il commence à y avoir des cliniques qui poussent un peu partout autour du monde, dans lesquelles les gens vont s'installer pour prendre rendez-vous, pour décider de se faire remplacer leurs bras, leurs jambes, peu importe, par des membres cybernétiques pour augmenter leur capacité. Et on va être confronté à les protestations, les manifestations des gens qui sont anti-transformation, anti-cyborg, donc des défenseurs de l'humain pur, et qui vont donc se mobiliser pour essayer de faire fermer ces cliniques-là, faire parfois des attentats violents. Et nous, ben, on travaille pour un des gars qui met sur le marché ces technologies-là, donc qui veut transformer les humains pour les augmenter. Ça me fait penser un peu à ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle. Évidemment, dans un jeu vidéo de science-fiction, cyberpunk, ça prend des dimensions très, très concrètes, là, avec des manifs dans la rue, des attentats, puis tout ça. Je sais pas si on va se rendre là avec l'intelligence artificielle. J'en suis pas persuadé. C'est quand même différent, je veux pas. Mais il y a quand même cette espèce de réaction-là, quand il y a une technologie vraiment, ou une innovation vraiment de transformation radicale qui débarque, on cherche à se positionner. Est-ce qu'on est en train de dénaturer quelque chose qui faisait de nous et qui fait encore de nous des humains? Si on laisse l'intelligence artificielle générer de la poésie, de la peinture puis de la musique, ben à quelque part, à quoi bon? À quoi bon vivre dans un monde dans lequel il y a de la poésie puis de l'art puis de la musique si c'est pas nous qui le faisons pour exprimer quelque chose qui est profondément humain qu'on cherche à transmettre à son prochain? Et si l'art nous permet de connecter et que c'est une de ses fonctions premières, ben est-ce qu'on devrait abdiquer ça à la machine? Est-ce qu'il faut céder à une course ou est-ce que il faut que tu te mettes toi aussi sur l'intelligence artificielle parce que ton voisin, lui, il va le faire, puis c'est lui qui va avoir un emploi, puis c'est lui qui va se placer, puis et ainsi de suite, il va avoir un avantage concurrentiel. C'est un peu ça qui est mis de l'avant dans Deus Ex Human Revolution. Donc, c'est intéressant de le regarder, simultanément, ou disons en comparaison avec Hell is Us, parce que dans les deux cas, on parle d'une espèce de glissement de l'humanité, soit au contact de la violence, le cycle de la haine et tout ça, comme on avait dans Hell is Us. Dans Human Revolution, c'est l'idée de vouloir tenir à quelque chose qui fait de nous des humains sans céder à la mécanisation, à la pression ultime, dans le fond, de la logique de transformation technologique de la société, ce qui a commencé par voler le métier des couturiers, des couturières à l'époque de la révolution industrielle avec les métiers à tisser industriels et qui, si on les laisse continuer, ces développements technologiques-là, ben finalement, ça va venir nous priver de tout ce qu'on a comme parcelle d'humanité, y compris l'autonomie de nos propres corps et éventuellement de nos capacités, nos facultés cognitives. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, je trouve. On voit beaucoup plus les contextes sociaux dans Human Revolution parce qu'on visite des villes habitées par des individus qui font des commentaires, qui livrent des opinions. On a encore une société civile qui réagit, qui structure un discours, des contre-pouvoirs et ainsi de suite. Contrairement à Hell is Us où finalement on est dans des environnements en ruine où c'est déjà le chaos qui s'est installé. Ça va nous permettre d'aborder la question du post-apocalyptique. On va faire le tour des questions et réactions du public à l'annonce de cet épisode et de nos épisodes précédents aussi. Discussion
et réactions. Un commentaire de Larry qui disait « Qu'est-ce qui fait que ça revient si souvent le thème des mondes post-apocalyptiques dans les jeux vidéo par rapport à d'autres médiums? J'imagine que ça te permet d'établir rapidement les conventions de ton world building ou quelque chose dans cette veine-là. » Effectivement, c'est une excellente hypothèse, puis je pense que ça explique beaucoup des choses, ou plutôt des choix qui se font dans la création de jeux vidéo. Damon répondait à ça. Une théorie de mon cru, c'est que c'est un thème qui coûte cher de production au cinéma, et niveau livre, ça demande plus de world building, vu que les standards sont pas toujours établis, et il y a un coût non négligeable à la consommation du médium, comparé aux jeux et aux films. Quand on parle des jeux vidéo, c'est coûteux, ça demande un investissement, il faut s'investir, il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à manipuler les choses, et ainsi de suite. C'est seulement une théorie, mais si ça s'avère vrai, il doit en avoir plein d'autres raisons aussi. Larry ajoutait à ça, j'étais en train de réfléchir au fait que c'est quand même un contexte qui permet d'établir plusieurs trucs intéressants du point de vue game design et narration. Un manque de ressources, donc une gestion de ressources comme mécanique de jeu, une intrigue pour le joueur à découvrir, quelle est la cause de l'apocalypse. Ça permet aussi de justifier le fait qu'il y ait des monstres, des méchants qui s'accaparent les ressources, et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment intéressant comme explication, puis effectivement, ça doit bien couvrir beaucoup des raisons qui vont derrière le choix de faire un monde post-apocalyptique. Notamment, un monde post-apocalyptique, c'est un monde dans lequel les structures sociales ne sont plus les mêmes, les rôles des personnages ne sont plus les mêmes, la vie ordinaire est suspendue. Ça crée un cadre inhabituel parfait pour excuser pourquoi les personnages sortent pas de chez eux, pourquoi les personnages parlent pas de tout et de rien, connaissent pas les noms de leurs voisins, ont pas leur routine d'aller au boulot puis de revenir à la maison pour faire dodo. Tous ces éléments-là sont difficiles à expliquer si on veut faire un univers dans un ou plutôt un jeu vidéo qui se passe dans un univers vivant avec des gens qui font leur routine puis leur vie quotidienne. Ben, il faut venir perturber le quotidien pour créer un cadre particulier. Alors, le post-apocalyptique permet certainement ça aussi. Par ailleurs, le jeu vidéo, c'est le médium parfait pour l'exploration des mondes. Typiquement, au cinéma, on va axer le développement d'un film sur la trame narrative, le récit. Quelle est la séquence d'action qui se passe pour produire une histoire satisfaisante avec des retournements, des pivots dramatiques, des scènes de tension, et ainsi de suite. On contrôle parfaitement le pipeline, si on veut, de l'expérience du spectateur en mettant en scène telle scène, en travaillant fort le montage. On crée une structure homogène. En jeu vidéo, ben, quand on a une certaine latitude puis une certaine liberté d'action puis d'explorer dans le désordre, on contrôle moins le déroulement du récit. Mon joueur peut décider d'aller dans l'autre sens, il y a une grosse pause, pas de tension dramatique, après ça on s'en va là. Donc c'est très difficile. Et à côté de ça, le jeu vidéo permet de se promener dans l'environnement, de vraiment examiner les décors, trouver des bribes de conversation enregistrées sur magnétophone, des journaux, des documents écrits, et vraiment d'essayer de reconstruire qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers-là et de mener notre enquête à travers tout ça. Donc, je pense que ces raisons-là expliquent en grande partie l'intérêt des mondes post-apocalyptiques. Puis je pense qu'on le voit très bien dans Deus Ex Human Revolution. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur le fait qu'on habite des villes qui continuent à tourner. Alors oui, il y a des protestations, il y a des manifestations, il y a des perturbations de la société civile, mais il faut qu'on restreigne notre accès à certains quartiers, certaines rues spécifiques. Parce que si je peux commencer à aller sur la place du marché, puis me promener, puis faire affaire avec toutes sortes de personnages non-joueurs qui mènent leur petite routine pour aller au supermarché, ça devient vite beaucoup de coûts de développement. Il y a des moments succulents dans Deus Ex Human Revolution, quand on rentre dans notre bloc appartement, ou plutôt notre tour à condo, et qu'on peut marcher dans le lobby, puis on entend les personnages faire quelques commentaires ici et là. Ça permet de créer l'illusion d'un monde cohérent. Ça travaille fort sur le world building, mais c'est beaucoup plus difficile de construire un univers cohérent avec des personnages qui font des trucs dedans que de nous présenter des environnements en suspension, hors du temps, dans un contexte particulier, ce que le post-apocalyptique crée beaucoup. Vous souhaitez réagir à n'importe quel contenu que vous entendez ou que vous anticipez venir avec les sujets de la Grande Ludothèque, écrivez-nous. L'adresse courriel lagrandeludothèque sans accent ni espace .cism@gmail.com ou cherchez le serveur Discord l'anneau ludique pour venir rejoindre la communauté, participer aux discussions et ainsi de suite. Vous trouverez tous les liens en passant par le site web cism893.ca ou en cherchant dans un moteur de recherche. Les actualités. Quelques petites nouvelles en rafale que j'ai trouvées vraiment intéressantes ces derniers temps.
D'abord, la sortie du jeu vidéo Relooted. Relooted comme dans Revolé, c'est un jeu dans lequel on incarne des personnages qui viennent d'Afrique et qui se font donner le mandat d'infiltrer des musées pour aller récupérer des artefacts qui font partie du patrimoine historique, culturel ou artistique du pays pour les ramener finalement dans nos propres institutions culturelles. C'est assez intéressant de positionner une intrigue dans ce cadre-là. On connaît l'histoire colonialiste, notamment des empires qui ont vraiment volé les trésors pour les rapatrier dans des musées des puissances coloniales. Et le mouvement de démocratisation et de restitution de ces artefacts-là existe pour vrai dans le monde, notamment des musées. Et dans le scénario de ce jeu-là, il y a comme des musées qui décident de se soustraire à ces nouvelles obligations de restituer le patrimoine en les cachant. Et donc, nous, on doit planifier des vols. Donc, c'est comme un vol de banque, mais on ne vole pas de la banque pour se faire de l'argent. On va chercher nos artefacts culturels pour les restituer. Vraiment un concept intéressant. Ça s'appelle Relooted et c'est développé par un studio africain disponible sur Steam. La nouvelle classe a été dévoilée pour la prochaine saison de Diablo 4. Il s'agit du Warlock, nouvelle classe, et en même temps, c'est vraiment ça qui est surprenant. Blizzard sort la classe du Warlock en mise à jour pour le jeu Diablo 2. Diablo 2 sorti en 2001 et qui a fait l'objet d'un remaster récemment, cette version de Diablo 2 Resurrected contient maintenant le Warlock, une nouvelle classe. 25 ans après la sortie du jeu original, le Warlock débarque dans Diablo 2, Diablo Immortal et Diablo 4 en même temps. C'est le genre de mise à jour qu'on voit pas très souvent dans le monde du jeu vidéo. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez à l'écoute, le palmarès de CISM va suivre et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de la Grande Ludothèque.